Cette semaine, je vous donne des idées de costumes d'Halloween à réaliser avec des éléments que vous avez déjà dans votre garde-robe écolo. Notre collègue Jean nous explique comment les pistes cyclables, un enjeu en apparence banal, sont devenus un des nerfs de la campagne municipale. Puis moi, j'invite Scott with One T, un Montréalais qui veut mettre Montréal-Nord sur la map. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo et je suis ce qu'on appelle une bonne suiveuse parce que, comme trop de Montréalais, la seule fois que je suis allée dans Montréal-Nord, c'était pour manger du foufou sauce graine quand ça a été viral l'année passée. Je suis basic. Moi, ma première blonde, son père habitait dans Montréal-Nord. Fait que j'étais allée souvent. Ouais. Eh bien, complètement montréalais comme expérience. Ben oui, c'est très montréalais. Moi, c'est Gab et je suis invitée à 3 parties d'Halloween cette année, mais je vais aller à un total de 0. Social Butterfly! Classique Gab. Ça, j'ai mon enfant, honnêtement, sinon... Ben toi, ce jour d'enregistrement est le jour du party d'Halloween Urbania qui est légendaire auquel je ne suis jamais allée parce que j'avais toujours un enfant à charge. C'est quoi ton costume, Florence? Veux-tu le dévoiler? Je vais le dévoiler ici en primeur au balado. Je ne voulais pas le dévoiler à tout le monde avant ce soir, mais tu sais... Ils entendront pas. Je suis une ampoule. Électrique? Une ampoule incandescente. L'invention de Thomas Edison. Parce que le thème du party d'Halloween cette année est les pires moments de l'histoire, un balado que vous connaissez sûrement. Alors, il fallait choisir un épisode et se déguiser dans quelque chose qui a rapport avec le thème de l'épisode. Sans être cancel. Fait que c'était quand même une fine ligne à... C'était tout un défi. À marcher, ouais. Gab, j'aimerais aussi qu'on revienne sur ta chronique sur les sorcières Etsy d'il y a 2 semaines maintenant, oui. parce qu'elle a beaucoup parlé à mon amie Lily, qui m'a envoyé ce message vocal après l'écoute de l'épisode. Je suis très intéressée. Hop. Dans ma vie amoureuse, récemment, j'ai payé un service en ligne pour m'aider dans ma vie amoureuse. C'était une annonce que j'ai trouvée où ça disait qu'il y avait une personne psychique qui pouvait me dessiner mon soulmate. Alors, j'ai payé pour ça. Finalement, j'ai reçu un dessin fait par un AI. Après ça, quand j'ai cherché la compagnie en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de plaintes à cette compagnie parce que beaucoup de gens recevaient beaucoup de décharges non désirées sur leur carte de crédit. Fait que là, j'ai stressé. Fait que là, moi, je me considère maintenant victime de fraude amoureuse. Puis je trouve que les gens profitent de mes vulnérabilités émotionnelles. Alors, oui, tout à fait cancel. J'ai une pensée pour Lily qui est plus pauvre de quelques dollars à cause de sa récente rupture. Honnêtement, ça peut tous nous arriver, hein, être genre un desperate dans, tu sais, dans comme tu viens, mettons, de te faire laisser, t'es triste, t'es seule, c'est un mardi soir, t'as rien à faire, il pleut. À être creux à ce point-là. Oui, là. puis t'es comme, c'est 5 $. Moi, j'ai déjà fait un achat CoStar là, de même genre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je pense que c'était comme 15 $ même, puis c'était comme votre année, prédiction astrologique de l'année. Mm-hmm. Puis j'avais payé 15 $, puis est-ce que ça m'a servi? Pas du tout, puis c'était cave. C'était 15 $ US, je pense, finalement. J'étais comme, fuck, c'est même pas 15, tu sais. Finalement, c'est genre 25. C'est plus cher que ce que tu pensais. Toi, ton commentaire éditorial sur le linge poche de Chantal Hébert, ça a fait réagir sur TikTok aussi, oui, ton hot take. Il y avait un commentaire, c'est Artichaut qui dit « Tu peux passer un message à travers tes vêtements. Quand Kim Tu est allée à Tout le monde en parle pour défendre son point, elle était vêtue d'une magnifique tenue Marie Saint-Pierre, une grande designer québécoise. Et je trouve que ça affirmait encore plus le message qu'elle venait passer. » Ben, tu vois, je suis tout à fait d'accord et je pense que Chantal Hébert essaie de passer un message en s'en foutant de comment qu'elle s'habille, c'est-à-dire celui de « Je ne suis pas ici pour mon look ». Oui, c'est vrai. Alors, t'as raison, Artichaut. T'as raison, Artichaut. Félicitations. Gab, costume d'Halloween? De vêtements, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je voulais parler de physique quantique, mais here I am. Finalement, j'essaie quelque chose de nouveau. Oui. Hein? Je suis pas tant... c'est plus si vous avez des parties, que vous souhaitez être cool, plus cool que vos collègues, gagner le concours de costume, whatever. J'ai des idées pour vous, OK? Des idées qui s'inscrivent dans l'actualité et qui feront changement de Mercredi Adams et des vampires sexy. Un bon classique. Oui, ou momies sexy. Toutes sexy, OK? Vous savez transformer un document Word en PDF? En tant que petit génie de l'informatique, optez pour un costume de monsieur qui a géré le lancement de la plateforme Ça clique. Un véritable joyau de la technologie de l'histoire du Québec. Ça vous prend bien sûr des lunettes, une chemise du Simon Sport passé et beaucoup de mots de passe compliqués pour cacher tous les documents Excel qui prouvent que vous avez dépassé des coûts d'environ 500 millions de dollars pour le projet. Faut que tu te crées aussi un LinkedIn avec le mot consultant à l'intérieur. Oui, c'est très important. Faut que, tu peux avoir aussi ton petit My name is consultant. Oui. Vous aimez entretenir des situationships toxiques tout en validant la détresse émotive que vous causez à vos partenaires? Et déguisez-vous en homme performatif ou performative male. Ça, c'est un bon costume pour cette année. N'est-ce pas? Soit en gars qui prétend être féministe, mais qui ne l'est que sur papier dans le but de se pogner des nanas. Mm-hmm. Pour y arriver, c'est simple. Ça vous prend un tote bag de festival d'or, un latte au lait d'avoine ou un matcha, c'est vraiment au choix, une moustache molle et un essai sur l'amour et les relations.
écrit par une autrice féministe de renom que vous allez ensuite mansplainer à toutes les femmes que vous croisez. Idéalement Bell Hooks. Oui, idéalement Bell Hooks, mais pour voir, on est flexible. Ça peut être Sarah Ahmed. OK. Ça peut être Mona Chollet. OK. C'est Vraiment à des votre bonnes choix. pistes. Oui. Si vous souhaitez vraiment faire tourner les têtes, vous pouvez toujours choisir l'effrayant costume d'une personne cancel qui revient d'entre les morts en mettant ses comportements sur le dos de son alcoolisme. J'ai ma Oui, petite idée. puis ce qui est le fun avec ce costume-là, là, c'est que tu y vas vraiment avec ton cœur parce qu'il y a beaucoup de choix. T'as Marie-Pierre Morin, t'as Éric Lapointe, t'as Julien Lacroix. Avec un peu de chance, tu vas être invité à Tout le monde en parle. Oui, puis tu vas pouvoir faire un très long statut Facebook pour parler de tes problèmes et de tes soucis de dépendance. vrai. Peut-être te partir un podcast, avoir une série télé sur toi. Il y a plein d'options. C'est ça qui est fun. Et si vous trouvez que mes suggestions manquent d'implication politique, je vous suggère un costume de Blanche-Neige pro-Palestine. Oh! Oh! Ben oui, cette année, la crise à Gaza s'est infiltrée partout, dont dans les élections municipales, mais aussi dans la promotion du remake de Blanche-Neige de Disney. T'as-tu vu ça passer? Non, j'ai zéro. Qui a été entaché par le conflit entre Rachel Zegler, qui interprète Blanche-Neige et qui est ouvertement pro-Palestine, et Gal Gadot, qui est d'origine israélienne OK. et donc pro-Israël, Oh! et qui interprétait la méchante belle-mère. Donc, les deux vedettes avaient deux opinions politiques très divergentes et très affichées. Et ça a créé des conflits. Mais là, vous pouvez faire deux pierres d'un coup, porter une belle robe de princesse et être pro-Palestine. Work it! C'est sûr que ça va enflammer votre partie d'Halloween. Ben oui. Puis là, je finis avec quelques idées en vrac. Un pot de Tylenol qui rend autiste. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui. Trump et son prix Nobel de la paix, qu'il n'a pas eu finalement. Ouais. Une pancarte électorale municipale d'un candidat de région qui souhaite abolir les mosquées. Tu parles bien du futur maire d'Allemand? Ben, j'espère que ça va être le futur maire d'Allemand, puisque j'adore ce mec, qui s'appelle Christian Collard. Il fait des vidéos en direct de sa roulotte, pour vrai, sur YouTube, je vous les conseille. Ça vaut la peine. Une tradwife sans portefeuille. Oui. Oui. Et un employé de la STM en burn-out qui doit quand même finir son chiffre. Ah, on a vraiment une pensée pour eux. Oui, c'était mes suggestions aujourd'hui. Ben, j'ai tout aimé de ça. Tu irais pour laquelle si tu avais un autre party, mettons? Ben, l'employé de la STM, je t'avoue que ça me touche Moi, particulièrement. je savais que c'était pour toi. Mhm. Moi, j'aime bien le Tylenol qui cause l'autisme. Oui. Je pense que ça serait ça pour moi. Est-ce que tu serais le pot ou tu serais la Tylenol? Je serais le pot de Tylenol. OK. Oui. L'ensemble. Oui. Ben, écoute, si jamais vous optez pour une de ces idées-là, ben faites-nous signe, envoyez-nous des photos, tenez-nous au courant de comment ça se passe. Honnêtement, si quelqu'un fait un de ces costumes, Mais c'est parce qu'on est en plein dans le bon moment. Genre, les gens, la semaine prochaine, vont être désespérément à la recherche d'une bonne idée de costume. ben oui, moi aussi, je suis à la recherche quand même. Puis je sais pas, est-ce que je vais faire le pot de Je Tylenol? te rappelle que tu vas à aucun party d'Halloween, Gab, t'as pas besoin Oui, de te j'espère qu'il y costumer. en a un finalement, mais Ok. c'est pas sûr. Bon. Je laisse le mystère planer. Je sais que ça intéresse tout le monde. On vous revient là-dessus la semaine prochaine. C'est pour moi. Cool. Ben là, maintenant, on accueille notre collègue Jean, qu'on appelle au divan. Jean Bourbeau, notre collègue journaliste, qui vient nous parler de l'enjeu des pistes cyclables et de la place que ça occupe dans les élections municipales qui sont à nos portes. J'adore sauter du coq C'est à bien l'âne ici, Jean. dans ce balado. Oui, c'est ça. On Oui. a toujours des sujets extrêmement légers et ensuite extrêmement sérieux. Bonjour, Jean. Bonjour, ça va bien? Bien oui. Pourquoi t'avais envie de parler des pistes cyclables cette semaine? Pourquoi c'est un enjeu important dans la campagne municipale? Les élections municipales, pardon. C'est à savoir si c'est un enjeu important, mais je pense que ça va faire bientôt un mois que la campagne a démarré. Et puis, je trouvais ça super intéressant de m'y pencher parce que je me demandais si, d'une part, si c'était un enjeu qui était si important que ça. Je me disais, est-ce que c'est un enjeu qui est très concret? On voit les pistes cyclables font partie de notre quotidien, mais est-ce que c'est pas là pour un peu cacher des enjeux qui sont plus difficiles, on va dire, à gérer, que ce soit la gestion de l'itinérance, la crise du logement, celle des infrastructures, que les partis électoraux allaient justement mettre beaucoup l'emphase sur les pistes cyclables parce que c'était quelque chose qui polarisait c'est les vrai. Montréalais. Puis c'est un sujet qui polarise les Montréalais depuis plusieurs années. Donc, en voyant comme Valérie Plante quitter l'Hôtel de Ville, c'était plus comme est-ce que c'est le temps de mettre les pendules à l'heure sur ce sujet-là? Donc, je me suis intéressé en faisant, d'une part, une espèce de couverture médiatique de tout ce qui s'est écrit dans les derniers mois. Et puis, j'ai rencontré un chercheur de l'Université McGill qui vient tout juste de publier, conjointement avec la Polytechnique, une étude sur l'acceptabilité sociale des pistes cyclables à Montréal. OK. Puis justement, là, au terme de la mairie de Valérie Plante, où est-ce qu'on en est avec les pistes cyclables? Est-ce que ça a progressé beaucoup pendant ces mandats, je pense? Oui, depuis 2018, elle est rentrée en 2017, mais depuis 2018, il y a eu à peu près presque 200 km de pistes cyclables qui ont vu le jour sur le réseau montréalais, dont plusieurs qui sont dites sécurisées, donc qui sont en retrait des voitures. Et puis ça a causé, à fond, beaucoup de places de stationnement qui ont
ont perdu leur priorité. Et évidemment, ça a causé comme de l'insatisfaction, mais aussi beaucoup de satisfaction chez la population parce qu'il suffit juste de lever les yeux dans la rue. La popularité des pistes cyclables est évidente. Puis, par contre, ça s'est fait de manière soutenue et assez rapide. Dans la mesure que, oui, sur 7 ans, il y a eu beaucoup de pistes cyclables, mais la controverse ne s'est jamais vraiment arrêtée. Plus le réseau s'étendait, plus la gronde montait, que ce soit à Montréal, certes, mais la même chose à Toronto. Puis, justement, les 5 partis qui se présentent là ont tous pris des tangentes assez éparpillées pour se placer sur une espèce d'échelle de qui est plus, on va dire, à gauche ou qui est un peu plus à droite au niveau du vélo. Mais est-ce que c'est ça qui dérange aussi, c'est le fait que la construction de pistes cyclables entraîne la construction supplémentaire à Montréal et la construction est déjà un enjeu. En ville, là, par exemple, je pense au Rêve sur Saint-Denis, ça a créé des travaux qui ont causé une réduction de l'espace pour les voitures. Ouais. Bien, on pourrait parler de ça, mais je pense que le Rêve à moyen-long terme, on va le voir comme une grande réussite, on va dire, urbaniste. Mais oui, je pense que on le voit en ce moment sur Saint-Urbain que c'est un chaos complet. Mais je pense qu'il y a, puis Jérôme Laviolette, avec qui je me suis entretenu, je pense qu'il y a une vision un peu à long terme qu'il faut avoir. Je commence mon texte en parlant de l'exemple qui revient toujours, qui est celui de Copenhague puis d'Amsterdam, mais que justement l'acceptabilité sociale dans ces villes-là, elle s'est faite beaucoup plus vite que dans d'autres villes du monde, mais qu'aujourd'hui, c'est plus un débat, c'est plus politisé, le fait de construire une piste cyclable sécurisée avec un nouveau tronçon. Donc, ils ont comme passé un cap de... Ils ont passé un cap que nous, on n'a pas vraiment passé. Au contraire, on est plus dans le backlash de ce que Valérie Plante a mis en œuvre, puis ce que, justement, les partis aujourd'hui comme jonglent avec cette question-là de qu'est-ce qu'on fait avec le réseau cyclable. Puis pourquoi ça polarise tant que ça, cette question-là? Bien, je pense que peut-être le transport est devenu un espèce de marqueur identitaire où le vélo, c'est plus politisé que jamais. Comme je disais peut-être auparavant, peut-être parce que, justement, je pense qu'aussi on est dans une ère où est-ce qu'il faut prendre un côté. Tout devient très polarisé. C'est vraiment l'espèce de combat, les voitures contre les cyclistes. Puis on sent qu'il y a comme une tension qui était peut-être pas là auparavant. Mais justement, je pense qu'on est dans une période, si on dit de backlash, mais aussi d'adaptation. Qu'il y a du trafic sur les pistes cyclables, chose qu'on ne voyait pas avant. Il y a peut-être moins il y a plus d'incivilité qu'on rencontre. Donc, je pense qu'on est une période de transition, puis ça tombe un peu avec un timing électoral au municipal qui a quand même beaucoup d'impact sur cette question-là. Donc, est-ce que ça polarise tant que ça? J'ai l'impression que oui, mais ça devrait peut-être pas nécessairement. Pourquoi? Parce que ça reste que c'est des pistes cyclables. Je pense pas que... je veux dire, si on déchire nos chemises sur cet enjeu-là, c'est parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont en coulisses qu'on devrait peut-être davantage comme pointer du doigt, mais pointer notre regard sur ça. Est-ce que tu penses que la théorie d'en face, c'est ça? C'est que certains partis ont mis l'accent sur les pistes cyclables comme enjeu pour un peu mettre de côté certains enjeux qui sont peut-être plus difficiles, comme, par exemple, l'itinérance, l'accessibilité au logement, l'exode des familles. C'est des grands défis pour quelqu'un qui rentre à l'hôtel de ville, de comme je vais m'attaquer à la gestion de l'itinérance, quand un peu partout, du moins en Amérique du Nord, ça va pas si bien, cette question-là. Les partis ont de la misère à remplir leurs promesses. Donc, si on dit, moi, je m'attaque aux pistes cyclables, mais c'est quelque chose que, justement, c'est une espèce de leurre électoraliste là, incroyable. Puis, je pense qu'on l'a vu, autant Projet Montréal se dit, moi, je vais continuer ce que Valérie Plante a mis en place, puis on va rendre le système cyclable encore plus grand, on va le sécuriser, on va le rendre encore plus inclusif. Je pense que, mettons, qu'est-ce que Ensemble Montréal a fait. Puis Ensemble Montréal, qui est un parti qui aspire au pouvoir, a rapidement réalisé que malgré comme des promesses de moratoire puis d'audit, que les pistes cyclables sont là pour rester puis qu'ils vont continuer. Je pense qu'il y a une conseillère dans Parkex qui a dit, si vous votez pour moi, je vais démanteler la piste cyclable sur Kerb ou sur Bâle. Mais on l'a vu à Toronto, quand Doug Ford a essayé de démanteler des pistes cyclables, c'est jugé inconstitutionnel parce que ça met en péril
la sécurité des citoyens. Mhm. Donc, puis le Devoir, cette semaine, a publié un article sur le fait que ça coûterait 5 millions comme enlever une piste cyclable. Donc, je pense que Ensemble Montréal, c'est vraiment comme mis de l'avant en tant que parti contre les pistes cyclables, mais rapidement, ils ont un peu comme changé leur tir en disant comme « Oh, je pense que si on rentre à l'hôtel de ville, on va pas pouvoir comme jouer cette carte-là. » Tandis qu'il y a des partis, on va dire, plus périphériques, comme mettons Futur Montréal ou Action Montréal, ils ont fait comme « Nous, on va avoir la ligne dure presque très à droite de comme on arrête complètement les infrastructures cyclables dans le futur, puis on va promouvoir la fluidité automobile. » Donc, il y a eu ce clivage-là qui s'est fait quand même rapidement dans la campagne pour voir où est-ce que les gens allaient tenter pas tenter, mais où est-ce que les gens allaient se situer. Parce qu'en ce moment, Radio-Canada vient de sortir un sondage où est-ce qu'il y a 49% des Montréalais qui sont satisfaits du développement cyclable, puis il y en a 43 qui ne le sont pas. Donc, la ville est un peu une espèce de carrefour. C'est fou, ça, hein? Oui, où est-ce que ça a polarisé un peu tout le monde parce que les automobilistes ils ont vu des pertes de stationnement, mais les cyclistes, qui sont de plus en plus nombreux, eux autres voient leurs avantages comme croître. C'est ça. Ce serait peut-être ma dernière question là-dessus, mais justement, est-ce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les gains pour les cyclistes, c'est des pertes pour les automobilistes? Est-ce que c'est si simple que ça? Non, je pense que c'est pas simple du tout. Je pense que justement, les gains, mettons, pour les cyclistes sont peut-être plus difficiles à voir que justement la perte de son stationnement ou quand ton quotidien, il y a un impact qui est immédiat comme ça. Mais je pense que ça a été prouvé par maintes études, puis je vous invite à aller lire mon article, mais qu'il y a tout un éventail de bénéfices qui viennent avec une ville qui a davantage de pistes cyclables, où est-ce qu'on parle de qualité de vie, de sécurité, d'inclusivité de transport, puis le fameux mythe que le réseau cyclable a une influence comme dommageable sur l'économie, mettons, des artères commerciales. Mais ça a été maintes fois comme prouvé que ça n'était pas vrai. C'est pas vrai qu'en construisant le rêve sur Saint-Denis, les commerces vides... Je ne vais pas non plus aller dans la mauvaise foi que certains partis ont voulu comme mettre de l'avant, mais je pense qu'il y a eu de l'hameçonnage des votes en disant comme nous, on va avoir une position plus dure sur les pistes cyclables. Puis les automobilistes qui sont fâchés puis qui klaxonnent contre les délinquants sur deux roues, on va aller chercher leur vote. Je pense qu'il y a eu ça au sein de la campagne qu'on vit actuellement. Moi, je serais vraiment curieuse de voir. Récemment, dans Le Devoir, il y a un gros dossier qui est sorti sur la rage au volant des automobilistes. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir si la rage au volant est aussi en augmentation chez les cyclistes, vu qu'il y a de plus en plus de trafic, de plus en plus de tensions avec les automobilistes. La rage au guidon, c'est ça? Je pense que c'est sûr que oui, là. Genre, il y a tellement de gens, c'est pistes cyclables, c'est tellement le bordel. Mais oui, puis il y a des gens qui respectent pas le code de la route aussi sur les pistes cyclables. Là, quand ça devient des autoroutes à genre 2 voies, il faut quand même respecter certaines règles pour pas faire d'accident. Si je peux me permettre, juste pour finir, je pense que justement, les pistes cyclables comme, mettons, les Rêves ou comme on a vu au coin Bellechasse puis Christophe Colomb, bref, les nouvelles infrastructures, il faut savoir que Montréal, quand ils ont, Projet Montréal, quand ils ont commencé à développer, d'une part, il faut aussi savoir que c'est pas Projet Montréal, mais c'est aussi c'est des professionnels, c'est des urbanistes, des ingénieurs qui, comme en dehors de toute idéologie partisane, comme créent le réseau cyclable à Montréal. Puis, dans les dernières années, il s'est aussi amélioré. Il y a eu des erreurs. Puis, plus le réseau comme prend d'expansion, plus il devient efficace. Puis, il y a des études qui ont été faites justement à Copenhague que plus un réseau est bien structuré puis sécurisé, moins il y a de délinquance. Donc, plus il y a de pistes cyclables bien faites, plus les cyclistes ont tendance à comme respecter les feux rouges, les arrêts. Puis, donc, un plus grand réseau cyclable, mieux fait, va peut-être aussi aider à avoir plus de civilité sur les routes. Mais ça serait peut-être ma conclusion, vu que j'ai visité Copenhague l'année dernière. Personne n'a de casque là-bas. Tellement. Je recommande à tout le monde de porter son casque. Mais je veux dire, là-bas, c'est tellement bien organisé, bien structuré et sécuritaire, les pistes cyclables, que les gens ne ressentent pas le besoin de mettre un casque, même s'il y a un trafic extrêmement élevé sur les pistes cyclables. C'est genre le triple d'ici, là, sur une piste cyclable. C'est fou. Tout le monde est bien. Ils se rendent pas dedans. Et il paraît que le plus gros problème là-bas, c'est surtout les touristes, en fait, qui ne savent pas naviguer ces espaces, ces zones tampons entre la route. route. Des Bixi, puis qui sont pas bons, là. Ça fait 5 minutes qu'on essaie de rapper. Visiblement, ce sujet-là soulève les passions. Merci, Jean. Merci d'avoir été là. Cette semaine, Gab,
Mon Oui. invité nous amène ailleurs, mais pas si loin que ça. C'est à Montréal-Nord. J'ai découvert Scott, que vous pouvez retrouver sous le nom de Scott with One T en ligne sur TikTok, où il documente son quotidien de gars de 23 ans qui étudie à Concordia, qui aime la bonne bouffe pas chère et surtout qui peut nommer toutes les stations de la ligne verte du métro de Montréal sans regarder la carte, C'est n'est-ce pas? impressionnant. Right. Mais sans blague, ce qui a vraiment retenu mon attention dans son contenu, c'est ses réflexions sur le quartier où il a grandi. Scott montre un visage de Montréal-Nord dont on parle pas vraiment dans les médias. Pour lui, c'est un quartier familial, plein d'espaces verts qui valent le détour, qui propose de très bonnes tables et qui voit grandir une jeunesse montréalaise pleine d'ambition mais peu représentée. Je suis très fière qu'on l'ait ici aujourd'hui parce que c'est son premier balado. Yeah. Yes! Bienvenue au first. balado Urbania, Scott. Merci de m'avoir invité. Ben, trop contente que tu sois là. Moi, ça fait un bout que je te suis, puis je suis comme, ce gars-là, il va blow up dans pas très long. Et j'aime le coller avant tout le monde, alors c'est dit. Récemment, tu as fait une petite montée de lait, Scott, sur TikTok à cause de la perception qu'ont beaucoup de Montréalais de ton quartier, Montréal-Nord. Ouais. C'était alors que l'artiste Daniel Caesar avait fait une représentation surprise au Parc des Hirondelles, Ouais. qui est même pas dans Montréal-Nord, en fait. Non. Right? C'est à comme proche, mais Huntsic. c'est pas là. Ouais. C'est à Bon. genre 2 rues de Montréal, non? Mais les gens s'insurgeaient parce qu'ils se disaient « Oh mon Dieu, ce spectacle-là se donne dans un coin tellement dangereux de Montréal. Comment tu as réagi quand tu t'es rendu compte de ça? Honnêtement, je ne suis pas surpris parce que, honnêtement, dès qu'on parle de Montréal-Nord, c'est toujours des représentations négatives, comme si c'est un quartier dangereux, un chantier de guerre. Mhm. Comme si, genre, tu rentres dans le quartier puis tu vas te faire tirer dessus. Genre, même, je sais pas si c'était l'année passée quand Belle Afrique avait blow up sur TikTok. Ouais. Mais tout le monde est comme, oh, mais genre, j'ai envie d'y aller, mais comme, J'ai j'ai pas envie de me peur. faire tirer dessus. Puis je suis comme, c'est un restaurant. Calmez-vous. Mais tu te rappelles-tu de la première fois que tu as réalisé que le quartier où tu as grandi était perçu comme dangereux à Montréal? Ouais, honnêtement, c'est vraiment bizarre. C'est au cégep. J'allais au cégep Marie-Victorine, qui est un cégep à Montréal-Nord. Mhm. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de la banlieue de Terrebonne, de Mascouche, de Repentigny, peu importe. Et c'était un élève, genre, je lui avais dit, j'habitais à Montréal-Nord. Il était comme, oh my God, comment tu fais? Puis juste comme, ben, on est à Montréal-Nord, so... je sais pas. Bienvenue. C'est ça. Fait que, ouais. Puis, genre, tout le monde pense que c'est, genre, rempli de gangs, puis rempli de crimes. Mhm. Et tout le monde qui vit là, ben, c'est des criminels ou sont associés au crime ou peu importe. Mhm. Et comme, oui, il y a du crime, genre, je vais pas le nier, mais comme, la majorité des gens sont des personnes normales, comme Mhm. des étudiants, des familles, des... Ouais. As-tu l'impression que ça te déteignait sur la perception que les gens avaient de toi personnellement quand tu disais que tu venais de Montréal-Nord? I mean, oui, parce que, genre, je vois la réaction quand je dis aux gens de Montréal, c'est juste comme, oh, OK. Fait que je suis juste comme, I'm a regular guy. Comme, je sais pas, je sais pas si tu penses que je vais te poignarder parce que je viens de Montréal-Nord, mais comme, ouais, genre, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus réticents Mhm. à, genre, me parler, ce qui est bizarre et un peu, genre, low-key xénophobe, mais comme, Mhm. ouais. Mais là, dans les faits, c'est comment, Montréal-Nord? Comment est-ce que toi, tu vis ce quartier-là? Moi, je trouve, genre, tout le monde pense que c'est, genre, rempli de crimes, puis c'est, genre, dangereux. Moi, je trouve ça plate, un peu. Comme c'est des maisons. C'est des familles avec leurs enfants, puis... C'est très familial, C'est là, ce ça, que tu disais. Ouais. c'est ça. Comme, oui, il y a des activités à faire, il y a des parcs, il y a des restos, mais comme, en général, c'est vraiment juste des familles qui vivent leur vie, qui vont au travail, qui vont à l'école, qui vivent une vie normale, quoi. Fait que, ouais. Puis tu as déjà aussi parlé en ligne du fait que toi et tes amis, quand vous sortez, Ouais. que ce soit pour aller au resto ou sortir dans les bars, vous pensez jamais vraiment à rester dans Montréal-Nord. Fait qu'il y a quand même... Est-ce qu'il y a quand même des lacunes au quartier qui... Ouais, je pense que c'est juste comme c'est un quartier vraiment familial, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, pour les familles, mais comme j'ai 23 ans, fait qu'arriver dans la vingtaine, je suis juste comme, OK, comme il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que dès que, genre, on a atteint, genre, 16, 17, 18 ans, on a tous eu notre permis de conduire, mais on s'est dit, ben, si on veut faire une activité, on va aller au plateau, on va aller au centre-ville, Ouais. puis, ouais, là, on essaye, parce que, genre, justement, j'ai eu cette conversation avec mes amis, fait qu'on essaie de trouver des activités à faire à Montréal-Nord, mais comme, on chill dans des parcs, on va au resto, comme, ouais. Mais il y a aussi un enjeu, je pense, de mobilité Ouais. dans le coin. C'est quand même... Juste se rendre dans Montréal-Nord en Ouais. métro, Il n'y a pas de métro. c'est pas possible. Exactement. Le bus, non? C'est à partir de Ouais. Henri Bourassa, il faut que tu prennes. Il y a des bus, mais il y a des bus sur les grosses artères, genre P9, Henri Bourassa, mais comme dans les petites rues, les bus passent aux 30 minutes. Fait que... C'est un si peu tu comme la manques un banlieue. bus- Ouais, c'est Ouais. ça. Toi, En te même rendre à temps, Concordia, ça te prend combien de temps? 1 heure. OK, Une quand heure. même. Hein? Ouais. C'est Ouais. loin, là. C'est Ouais. long. Puis en plus, genre, quand j'ai commencé l'université, le SRB P9 n'était pas fini, fait qu'il y avait genre la construction. Depuis que je suis en secondaire 3. Fait que ça me prenait genre 1h30. So, ouais. Ça, c'est fou quand même. Fait que tu dois être quand même emballé par l'allongement de la ligne bleue, qui va Ouais. aider un petit peu. Un petit peu. C'est juste que ben, la ligne bleue, c'est pas à Montréal-Nord, c'est genre à Saint-Léonard qu'elle va être étendue. So,
si je veux aller sur la ligne bleue, ça va être nice, mais comme j'utilise pas vraiment la On ligne est d'accord que la ligne bleue, c'est comme l'underdog. C'est ça. C'est pas la préférée de personne. C'est ça. Ouais. Ouais. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, on dirait que je suis curieuse d'avoir tes recommandations pour Montréal-Nord. Si je voulais découvrir ce quartier-là, où est-ce que tu me recommanderais d'aller? À chaque fois, on me demande où aller manger, genre, dans un restaurant haïtien. Mais genre, les gens veulent pas aller jusqu'à Montréal-Nord. Moi, je veux dire que les meilleurs restaurants haïtiens sont à Montréal-Nord. Mes deux préférés, c'est l'Avocatier, c'est sur Fleury. Ils vendent, genre, du cabrit, c'est de la chèvre. OK. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime ça. Puis pour de vrai, genre, j'ai l'impression que tout le monde prend genre du riz, du poulet à chaque fois qu'ils essaient de la nourriture haïtienne. Puis je veux que les gens explorent. C'est autre chose. Ouais. OK. Fait qu'il y a l'avocatier. Sinon, si vous voulez genre un plat normal, il y a Canne à sucre, cuisine créole. C'est un restaurant haïtien aussi, un casse-croûte haïtien. T'en as parlé sur TikTok de celui-là, hein? Ça va l'air tellement bon. C'est tellement bon. Pour de vrai, genre, j'y pense. Je me retiens de pas aller dépenser mon argent chaque jour sur la nourriture. Comme ma grand-mère, j'habite avec ma grand-mère, fait que pourquoi dépenser mon argent? But like, it's really good. C'est bon. Ouais. Puis sinon, moi, j'aime vraiment chill à côté, sur le bord de l'eau, au parc de l'île de la Visitation. Il y a la rivière, on voit Laval de l'autre côté. C'est vraiment peaceful. Il paraît que tu disais sur TikTok que tes amis sont un peu fâchés que t'aies dévoilé. T'es Ouais. pas gatekeep le spot? Même dans les commentaires, les gens m'ont envoyé des DM sur genre, enlève la vidéo, s'il te plaît. Mais vraiment, c'est un bon spot. Juste venez pas tous en même temps, s'il vous plaît. I can't do this. Ben écoute, on va regarder ça. Moi, ça m'intéresse d'aller faire un tour. J'aimerais ça qu'on parle aussi un petit peu d'identité parce que c'est un sujet que tu abordes quand même aussi sur TikTok, ton rapport à l'identité québécoise, si tu te sens plus montréalais que québécois. Trouves-tu que la réalité des jeunes issus de l'immigration existe dans la culture d'ici? Genre quand tu regardes la télé ou que tu lis les médias, est-ce que tu te sens représenté? J'ai l'impression qu'on en parle, mais genre surtout hors de Montréal. Genre, je trouve pas qu'on représente vraiment les jeunes qui vivent dans des communautés où c'est majoritairement des enfants d'immigrants ou des immigrants eux-mêmes. Comme moi, oui, genre j'ai vécu entouré de Québécois, quote-unquote, de souche, mais comme il y avait aussi beaucoup de Maghrébins, beaucoup de Latinos, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Africains en général. Fait que j'ai l'impression que cette réalité-là n'est pas nécessairement représentée. Je trouve que genre des émissions comme La Caille-Nous, c'est vraiment nice, mais après ça, je pense pas qu'une émission peut représenter l'ensemble de la diversité au Québec. Puis, est-ce que l'absence de représentation, ou en tout cas une représentation que tu voudrais, ça impacte ton rapport à l'identité québécoise? Tu disais sur TikTok que tu te sentais peut-être plus montréalais que québécois, toi? Ouais, parce que j'ai l'impression que quand je parle à des Montréalais, genre, ils me reconnaissent comme un Montréalais, comme un Québécois. Mais genre, si je sors de Montréal, les gens n'ont pas genre, nécessairement été en contact avec des gens qui me ressemblent, qui ont la même vie que moi. Fait qu'ils sont juste comme... Je suis plus... Les gens hors du Québec me considèrent comme Québécois, mais quand je sors de Montréal, on dirait que les gens ne voient pas les codes que j'ai qui sont québécois. Justement, tes codes, tu es beaucoup dans le franglais, très typique de la Gen Z montréalaise. Tu utilises beaucoup de slang. Tu incorpores aussi des fois des mots créoles dans la façon dont tu t'exprimes. Pourquoi c'est important pour toi de parler sur TikTok comme tu parles dans la vraie vie? Parce que je trouve que TikTok, c'est vraiment genre casual. Genre, c'est pas... Je veux pas sonner comme un journaliste. C'est comme... Bonjour, je m'appelle Scott et aujourd'hui, on va parler. C'est comme non. Je veux vraiment, genre, chit-chat avec les gens, comme si c'était mes amis. Puis dans la vraie vie, avec mes amis, je parle comme ça. Au travail, non. Au travail, je vais pas parler en franglais, je vais pas utiliser du slang, mais comme sur TikTok, avec mes amis, c'est comme ça que les gens parlent à Montréal. Puis je me vois pas... Si je veux représenter Montréal d'une certaine façon, il faut parler comme les gens de Montréal. Ça me fait beaucoup penser aussi à Yap. T'aimes bien Yap Montréal? Kobe, yes. J'adore Yap, j'aime la façon dont tout le monde s'exprime sur cette chaîne. Scott, merci tellement d'avoir été là. Of course. C'était très cool de t'avoir. Merci. Scott with One T surtout TikTok, aussi Instagram. Ouais. Je pense que dans ta bio TikTok, c'est écrit Cuter on IG. Cuter on C'est ça que j'allais dire. Et dans ma bio, Instagram, c'est Funny on TikTok. OK. So, ouais. Ça, c'est un bon renvoi de l'un. C'est trop bon. Exactly. C'est le moment awkward où on te renvoie sur ton sofa. Oui. Ouais, Mais merci. Puis on... Merci. Hey, contenu enregistré, Florence, t'avais-tu quelque chose à me faire écouter aujourd'hui? Ben, j'ai quelque chose à te lire, en fait, parce que c'est entièrement en anglais. Fait que je me suis dit, je vais te l'expliquer à la place. Mais mon contenu enregistré, c'est un TikTok d'une Américaine qui s'appelle Abby Walker et qui a intitulé une de ses dernières publications « Ce qui se passe sur LinkedIn dernièrement ». Puis elle fait comme une énumération d'exemples de publications LinkedIn. Ça va comme suit. OK. Je suis heureux d'annoncer que mon premier emploi est CEO d'Amazon. Je me suis mariée hier. Voici ce que ça m'a appris sur le leadership. La semaine passée, mon fils s'est tourné vers moi et m'a dit « Je pense alors je suis ». Il a 4 mois.
Ou encore, j'ai gagné ma game de soccer hier et voici ce que ça m'a appris sur la gestion financière. Moi, là, pas vrai, j'ouvre LinkedIn comme une fois par 3 mois et c'est accidentel. C'est genre, j'ai cliqué sur un lien, je suis comme, Tu t'es oh mon Dieu, trompée. qu'est-ce que je fais là? Oups. Puis quand je vois ce qui se passe là, je suis comme, oh mon Dieu, non, 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 non. C'est très malaisant. Il y a aussi beaucoup de gens, et on va se le dire, qui écrivent leur statut LinkedIn, on dit-tu statut LinkedIn, avec du AI, et ça Oui. apparaît avec ChatGPT, puis c'est comme, Ouais. il y a des emojis, c'est très clair que c'est ChatGPT qui a rédigé Ouais. ton statut. Oui. Genre, ça ne te donne pas l'air professionnel, ça te donne l'air paresseux et incompétent. Mais c'est vraiment la norme sur LinkedIn. C'était maintenant. mon hot take. Toi, Gab, c'est quoi? OK, moi, je nous amène ailleurs. Là. C'est une théorie, je pense, qui roule un peu depuis quelques temps sur TikTok, mais dont j'avais jamais encore entendu parler. Alors, je te fais écouter et tu me dis si tu connais ça. C'est une théorie très genrée, donc sois avisé. What is the male version of flowers? The Okay. age-old debate. First of all, does there need to be one? No. Probably not. No. But if we were to choose one, it's been figured out. What? It's banana bread. No, it's not. OK, ils ont un accent, fait que je vais te le Le traduire. pain là. aux bananes? L'équivalent des fleurs pour les gars dans les relations hétéros, Ouais. ce serait le pain aux bananes. Ah, comme quelque chose que tu offres à ton partenaire pour lui faire Qui- plaisir? Oui, que tu as fait. Oui, tu sais, fait que, mettons, toi, tu es dans une relation hétéronormative, puis là, tu veux recevoir des fleurs de ton mec. Ben là, si toi, tu fais du pain aux bananes pour le gars, OK. maison, et que tu lui donnes, ça procure le même plaisir. Moi, j'ai surtout aimé qu'au début du TikTok, ils disent le age-old debate. Comme si c'était une Age-old question que debate. tout le monde se posait depuis Ça longtemps. va. Je suis comme, c'est la première fois que je me la pose. Mais OK, mais j'ai super. demandé à mon chum, Ouais. j'ai dit, est-ce que tu penses que le pain aux bananes, c'est comme les fleurs, genre, quand tu m'en achètes? Parce que mon chum m'achète des fleurs chaque semaine, pas pour flex, mais... Chaque semaine? Non, c'est pas chaque mois? Chaque semaine. Chaque semaine. J'ai des fleurs, Je suis, fresh flowers. je suis inquiète pour votre gestion financière. Oui, je sais, toi. Mais- C'est beaucoup trop... Pas moi. OK, vas-y. pas moi parce que c'est pas moi qui les achète. Mhm. Whatever. Puis là, il a dit, ben oui. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu t'accepterais un pain banane venant d'une autre fille? Il dit, jamais. Ça, c'est le signe Que ultime. pour moi, ça règle la question. Dossier clos. Ouais. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Jean et Scott d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Au Au revoir. revoir.